400 mégawatts surgissent au cœur d'un pays longtemps rythmé par le diesel, les coupures nocturnes et une fatigue collective devenue ordinaire pour des millions. La promesse d'un barrage hybride, hydraulique et solaire ouvre un contraste saisissant entre confort annoncé, réalité rurale persistante et attente sociale désormais amplifiée. Que peut réellement changer ce basculement pour les foyers? L'agriculture et la place régionale d'Ibrahim Traoré, au-delà des chiffres initiaux. Entre promesses et mise à l'épreuve, une ligne invisible commence à se déplacer lentement, dessinant un futur encore fragile pour des territoires entiers. La promesse centrale du projet tient en une idée simple: transformer une énergie instable en ressource prévisible, capable de soutenir durablement des territoires entiers. En termes très simples, cela revient à dire ceci: une électricité stable, accessible et planifiable pour les communautés. Derrière cette formule, les enjeux s'étendent bien au-delà du réseau électrique. Une alimentation régulière conditionne l'agriculture irriguée, la continuité des soins, l'allongement du temps scolaire et la viabilité d'activités artisanales longtemps freinées par l'incertitude énergétique. À l'échelle nationale, la réussite ou l'échec du barrage engage la crédibilité de l'État à conduire des projets complexes, à coordonner administration, ingénieurs et partenaires extérieurs, et à gérer des attentes sociales élevées. À l'échelle régionale, l'infrastructure soulève une question stratégique. Un pays historiquement dépendant peut-il modifier l'équilibre énergétique ouest-africain sans créer de nouvelles fragilités? Ces enjeux définissent le cadre. Chaque donnée à venir devra être lue comme un signal, non comme une conclusion. Les premières données publiées après l'annonce du 13 octobre 2025 révèlent un basculement mesurable. La stabilité électrique passe d'environ 22% à près de 40%. Cet écart presque doublé devient immédiatement l'indicateur central utilisé par les équipes d'Ibrahim Traoré pour évaluer la crédibilité du projet au-delà de l'effet d'annonce. Pour comprendre ces premiers chiffres, il faut garder à l'esprit deux paramètres structurants. D'une part, un réservoir de 200 km², dimensionné pour absorber les variations saisonnières du débit. D'autre part, une capacité hydraulique annoncée de 400 MW, rapidement complétée par l'ajout d'un module solaire visant une montée progressive vers 550 MW. Cette architecture hybride modifie l'échelle du projet. Il ne s'agit plus d'un ouvrage isolé, mais d'un système énergétique à plusieurs couches, pensé pour réduire l'intermittence chronique. Dans le Burkina Faso des générateurs hésitants et des coupures nocturnes prolongées, cette configuration marque une rupture. Jusqu'ici, l'électricité fonctionnait comme une variable aléatoire, imposant des arbitrages permanents aux ménages, aux hôpitaux et aux activités productives. Le projet introduit une logique différente: la prévisibilité comme condition préalable au développement. Délai. Cependant, le contexte reste contraint. Les villages concernés par la mise en eau demandent des garanties de relogement et de compensation. Les ingénieurs recalculent les zones d'inondation, ajustent les calendriers et documentent chaque variation hydrologique. Les partenaires étrangers observent la capacité institutionnelle à maintenir le rythme sans dérapage administratif. Chaque maillon dépend du précédent. Dans ce cadre, la communication officielle portée par Ibrahim Traoré insiste sur une lecture progressive des résultats. Les premiers chiffres ne sont pas présentés comme une victoire définitive, mais comme un signal encourageant, encore fragile. La question centrale devient alors claire. Ces indicateurs suffisent-ils à enclencher une transformation durable ou ne représentent-ils qu'une amélioration transitoire dans un système toujours exposé aux risques structurels? Autour du chantier, les premiers visages du projet ne sont ni politiques ni symboliques, mais techniques. Ingénieurs burkinabés, hydrologues, équipes environnementales et techniciens en formation constituent la première ligne d'observation quotidienne. Leur rôle consiste à traduire une infrastructure abstraite en gestes concrets, mesurables et immédiatement ajustables. Chaque relevé de sol, chaque variation de débit, chaque test de turbine devient une information opérationnelle qui conditionne l'étape suivante.
Dans une zone pilote proche du futur réservoir, un incident mineur illustre cette vigilance. Lors d'essais initiaux, une anomalie de rotation apparaît sur une turbine expérimentale. L'ajustement du calibrage intervient en quelques heures, évitant un retard qui aurait affecté l'ensemble de la chaîne d'installation. Ce type de correction rapide montre comment la montée en compétences locales réduit la dépendance aux équipes étrangères et sécurise le calendrier. Les effets précoces se manifestent aussi du côté des communautés. Dans certaines communes pilotes, l'électricité expérimentale prolonge les horaires des cliniques, permet l'éclairage des écoles après la tombée du jour et stabilise l'activité des artisans. À Banora, par exemple, une petite boulangerie double sa production grâce à la disparition des coupures imprévisibles. Ce gain, modeste à l'échelle nationale, devient décisif au niveau local. Ces situations ne constituent pas encore une transformation généralisée. Elles fonctionnent comme des signaux faibles, observables, réplicables, mais dépendants de la continuité technique. Elles montrent surtout comment une infrastructure commence à modifier des routines avant même d'atteindre sa pleine capacité. Le sens devient clair. La crédibilité se construit d'abord dans ses effets discrets. Avant l'annonce officielle, le projet reste cantonné aux études et aux projections. Les documents circulent entre ministères, les simulations hydrologiques s'accumulent et l'idée d'un barrage hybride demeure abstraite pour la majorité de la population. L'électricité continue d'être rythmée par les générateurs, les délestages et une dépendance coûteuse aux carburants importés. À ce stade, rien ne distingue encore ce chantier potentiel des nombreuses promesses énergétiques restées inabouties. Après le 13 octobre 2025, la dynamique bascule rapidement. Les équipes techniques tracent le périmètre du futur réservoir, matérialisant au sol les 200 km² appelés à être inondés. Les hydrologues recalculent les niveaux saisonniers, identifient les points de fragilité et redéfinissent les zones de compensation. Les administrations synchronisent budget, autorisation et protocoles de sécurité pour éviter tout ralentissement institutionnel. Dans cette phase de déclenchement, Ibrahim Traoré intervient publiquement afin de freiner les spéculations et de recentrer le discours sur l'objectif prioritaire: réduire l'intermittence énergétique structurelle. La montée en tension s'opère avec l'arrivée des engins et des équipes internationales. Les excavatrices ouvrent les premières tranchées, tandis que les fondations destinées à supporter les 400 mégawatts initiaux sont consolidées. Des kilomètres de conduites forcées sont assemblés, segment après segment. Les techniciens burkinabés commencent par observer, puis prennent progressivement en charge certaines opérations, sous supervision étrangère. Parallèlement, les opérateurs de transmission testent la stabilité des premières lignes vers Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et plusieurs zones rurales privées d'alimentation fiables depuis des années. Chaque étape révèle une nouvelle contrainte. Les écologistes demandent des garanties sur les écosystèmes affectés. Les communautés concernées interrogent les modalités de relogement et de compensation. Les partenaires étrangers scrutent les délais, à l'affût du moindre retard pouvant signaler une faiblesse administrative ou technique. Dans cette séquence, le chantier entre dans une zone sensible. L'accumulation de petits ajustements devient aussi importante que les grandes décisions stratégiques. La phase de répercussion commence lorsque les turbines expérimentales atteignent une rotation complète. Dans les villages pilotes, la lumière cesse de vaciller. Les cliniques prolongent leurs horaires, les écoles organisent des activités en soirée et les administrations locales ajustent leur calendrier de distribution. Cette onde courte se diffuse rapidement, modifiant les attentes des populations voisines encore non raccordées. L'infrastructure, jusque-là perçue comme lointaine, devient un repère tangible. Au-delà des frontières, les effets faisceaux sont observés avec attention. Le Ghana suit les variations du débit en aval, tandis que la Côte d'Ivoire ajuste certaines projections hydrauliques. Les partenaires internationaux réagissent de manière différenciée. Prudence européenne, curiosité américaine, intérêt asiatique croissant. À l'intérieur du pays, l'opinion oscille entre fierté et vigilance,
consciente que ses premiers résultats renforcent la stature d'Ibrahim Traoré, tout en sachant que la phase la plus complexe reste la gestion quotidienne plutôt que la construction. Ce déroulé met en évidence une réalité simple. Le projet progresse par séquences imbriquées, où chaque avancée crée à la fois un gain concret et une nouvelle zone de fragilité. La question demeure ouverte. Cette dynamique peut-elle se maintenir lorsque l'infrastructure approchera de sa pleine capacité? La trajectoire mesurée du projet commence par un basculement clair. La stabilité électrique nationale progresse d'environ 22% à près de 40%. Ce passage du niveau de départ au écart constitue le premier test objectif de la crédibilité de l'infrastructure portée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, car il traduit une amélioration concrète perçue par les réseaux, les institutions et les usagers. Pour interpréter ce premier indicateur, les ingénieurs rappellent que chaque point de stabilité supplémentaire correspond à des milliers de foyers libérés d'une dépendance coûteuse aux générateurs. À 22%, l'électricité reste imprévisible, imposant des arbitrages permanents aux cliniques, aux écoles et aux petites unités de production. À 40%, une marge de planification apparaît. Cette différence ne signifie pas une abondance énergétique, mais l'émergence d'un seuil critique où l'organisation quotidienne devient possible. Les administrations peuvent fixer des horaires, les établissements de santé sécuriser la chaîne du froid, et les activités artisanales réduire les interruptions brutales. Le deuxième indicateur concerne l'agriculture irriguée dans les zones pilotes. Les rendements progressent de 30 à 40% selon la nature des sols. Cette fourchette n'est pas un détail statistique, mais un révélateur de dynamiques différenciées. Les terres plus argileuses réagissent rapidement à la régularité de l'eau, tandis que les sols sableux nécessitent des ajustements techniques plus fréquents. Dans les deux cas, la constante demeure la prévisibilité hydrologique. Elle réduit l'exposition aux aléas saisonniers et modifie la manière dont les agriculteurs planifient les semis, les récoltes et le stockage. Cette stabilité transforme également le rapport au crédit agricole, car le risque perçu diminue lorsque l'accès à l'eau devient plus régulier. Le troisième chiffre éclaire la dimension sociale du chantier. Plus de 15 000 emplois sont créés autour du projet, répartis entre construction, maintenance, gestion environnementale et intégration du module solaire. Ce volume ne se limite pas à une création ponctuelle d'emplois. Il signale l'émergence d'une main-d'œuvre spécialisée, progressivement capable d'assumer des tâches auparavant réservées aux équipes étrangères. Les techniciens burkinabés gagnent en autonomie, ce qui améliore la réactivité de la maintenance et réduit les délais d'intervention. Ce processus de montée en compétences constitue un levier souvent sous-estimé de la durabilité des infrastructures. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait être contesté ou relativisé. Ensemble, ils dessinent une cohérence. La stabilité électrique accrue soutient l'agriculture. L'agriculture plus prévisible renforce les revenus locaux. Les emplois techniques stabilisent la maintenance et sécurisent le fonctionnement du système. Cette chaîne d'effets illustre la logique défendue par Ibrahim Traoré dans ses interventions publiques. Une transformation structurelle ne repose pas sur un indicateur unique, mais sur l'alignement de plusieurs dynamiques complémentaires. Cependant, ces données restent initiales. Elles décrivent une phase de montée en puissance, non un état final. Les ingénieurs insistent sur la fragilité de cet équilibre. Une défaillance hydrologique, un retard de maintenance ou une tension sociale mal gérée pourrait inverser la tendance. Les chiffres actuels ne garantissent pas la trajectoire future, mais ils offrent une base solide pour l'évaluer. La question centrale s'impose alors avec précision. Ces indicateurs constituent-ils le socle d'une stabilité durable ou seulement une fenêtre favorable encore exposée aux risques structurels? Aujourd'hui, le débat autour du barrage s'articule principalement autour de deux positions, chacune suffisamment cohérente pour être défendue dans sa meilleure version. Les partisans avancent d'abord un argument d'efficacité systémique. Selon eux, la combinaison hydraulique-solaire
constitue la réponse la plus réaliste à l'intermittence chronique. La progression de la stabilité électrique vers 40%, l'amélioration mesurée des rendements agricoles et la création d'emplois techniques indiqueraient qu'un seuil critique a été franchi. À leurs yeux, l'architecture hybride amortit les variations saisonnières, réduit la dépendance au diesel importé et enclenche une dynamique d'apprentissage local. Dans cette lecture, le projet ne promet pas l'abondance immédiate, mais une trajectoire crédible vers la prévisibilité, condition nécessaire à tout développement durable. Les sceptiques présentent une thèse tout aussi structurée. Ils rappellent que les grands projets réussissent souvent dans leur première phase visible, avant de s'enliser dans la gestion quotidienne. Un réservoir de 200 km² implique des risques hydrologiques permanents. La réinstallation des communautés demeure socialement sensible. La gouvernance institutionnelle peut vaciller sous la pression politique et budgétaire. À cela s'ajoute une dépendance résiduelle aux expertises étrangères, qui limite l'autonomie réelle à court terme. Pour cette lecture critique, les chiffres actuels reflètent un alignement favorable de conditions, non une garantie de tenue dans le temps. Une troisième approche apparaît lorsqu'on confronte ces arguments aux faits observés. Les villages pilotes bénéficient effectivement d'une électricité plus stable. Les systèmes d'irrigation fonctionnent avec davantage de régularité. Les centres de formation produisent une première cohorte de techniciens capables d'intervenir sur des infrastructures hybrides. Ces éléments ne dissipent pas les risques évoqués par les sceptiques, mais ils invalident l'idée d'un simple effet d'annonce. La dynamique est réelle, mais conditionnelle. C'est dans cet espace intermédiaire que se joue l'épreuve centrale. Le projet ne sera ni sauvé par l'optimisme, ni condamné par la prudence. Sa trajectoire dépendra de la capacité à maintenir, jour après jour, l'alignement entre technique, hydrologie, gouvernance et acceptation sociale. Autrement dit, la question n'est plus de savoir qui a raison aujourd'hui, mais quel camp résistera le mieux à l'épreuve du temps. Jusqu'ici perçu comme un projet national ambitieux, le barrage commence à produire un effet moins visible, mais décisif. Il reconfigure les équilibres régionaux. Ce basculement ne provient pas uniquement des mégawatts annoncés, mais de la combinaison entre régularité hydrologique, montée en compétences locales et capacité de coordination institutionnelle. À ce stade, l'infrastructure cesse d'être seulement une réponse aux coupures internes. Elle devient un point de référence observé au-delà des frontières. Autour de la Volta Noire, les autorités ghanéennes et ivoiriennes recalculent déjà leur marge de gestion de l'eau. Chaque variation du débit en amont influence leurs propres infrastructures, obligeant à anticiper plutôt qu'à réagir. Cette attention régionale transforme le chantier en levier diplomatique latent, où les décisions techniques produisent des effets politiques indirects. Dans ce contexte, le module solaire prend une importance nouvelle, longtemps présent. Présenté comme un complément, il apparaît désormais comme l'élément qui amortit les risques hydrologiques et renforce la crédibilité de l'ensemble. La montée progressive vers une capacité hybride plus élevée change la lecture du projet. La flexibilité devient aussi stratégique que la puissance. Cette recomposition confère à Ibrahim Traoré un rôle différent. Il n'incarne plus seulement la conduite d'un chantier, mais la gestion d'un équilibre régional émergent, où chaque ajustement technique résonne bien au-delà du territoire national. À présent, les effets du barrage se déploient dans 4 sphères distinctes, chacune révélant une transformation tangible du Burkina Faso. Ces impacts restent évolutifs, mais ils permettent déjà de mesurer comment une infrastructure énergétique commence à remodeler simultanément la société, l'économie, l'administration publique et la position régionale du pays. En arrière-plan, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît régulièrement, non comme un symbole isolé, mais comme un acteur qui cadence la mise en œuvre et en assume les implications politiques. Pour les ménages d'abord, notamment dans les villages pilotes, l'accès à une électricité plus stable modifie la vie quotidienne. Les foyers remplacent progressivement les générateurs bruyants par des solutions électriques fiables. Les écoles organisent des cours en soirée
Les cliniques prolongent leurs horaires et sécurisent la conservation des vaccins. Cette stabilité produit un effet discret mais profond, une meilleure maîtrise du temps. Là où l'obscurité imposait auparavant ses limites, la prévisibilité redéfinit les routines et les attentes. Du côté des entreprises et des activités productives, l'impact est tout aussi structurant. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, la régularité du réseau réduit les interruptions coûteuses pour les ateliers, les boulangeries et les petites unités de transformation. Certaines entreprises envisagent désormais des investissements auparavant jugés trop risqués. La baisse de la dépendance aux carburants importés améliore les marges et renforce la confiance économique. Chaque journée sans coupure devient un signal positif, cumulatif, qui modifie progressivement le climat des affaires. Les institutions publiques constituent le troisième groupe affecté. La gestion du barrage impose une coordination renforcée entre ministères, autorités hydrologiques et administrations locales. Relogement des familles, surveillance environnementale, maintenance technique et communication publique doivent s'articuler sans rupture. Dans ce cadre, les interventions régulières d'Ibrahim Traoré visent à limiter les spéculations et à maintenir un cap politique lisible. La pression est forte. La moindre défaillance peut fragiliser la légitimité construite autour du projet. Enfin, à l'échelle régionale, les conséquences dépassent les frontières nationales. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ajustent leurs projections hydrologiques en fonction des variations du débit. Les partenaires internationaux analysent les implications géopolitiques de cette infrastructure hybride, attentive à sa montée progressive en capacité. Si le projet réussit, il pourrait devenir un standard régional. S'il échoue, il constituerait un contre-modèle tout aussi influent. Ces 4 niveaux montrent une même logique. L'énergie ne transforme pas un secteur isolé. Elle réorganise des équilibres entiers. Dans les prochains mois, on peut envisager 3 trajectoires plausibles pour évaluer la solidité réelle du barrage et sa capacité à transformer l'essai au-delà des premiers résultats. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à cartographier des chemins possibles en fonction de variables déjà identifiées. Performance technique, gestion hydrologique, gouvernance institutionnelle et acceptation sociale. Dans un scénario de base, le plus probable à court terme, les turbines déjà opérationnelles maintiennent leur régularité sans accélération majeure. Le réseau de transmission s'étend progressivement vers de nouvelles zones rurales, tandis que le module solaire avance selon le calendrier initial. La stabilité électrique se consolide autour des niveaux actuels, permettant d'absorber une demande croissante, sans surcharge. Les communautés récemment raccordées ajustent leur consommation, et les administrations locales apprennent à gérer une distribution plus prévisible. À l'échelle régionale, le Ghana et la Côte d'Ivoire observent les variations du débit, mais aucune tension significative n'émerge. Cette trajectoire ne crée pas de rupture spectaculaire, mais elle installe une continuité rassurante. Dans un scénario optimiste, plusieurs leviers s'alignent favorablement. Le module solaire dépasse les rendements attendus, rapprochant plus rapidement la capacité hybride de son plafond annoncé. Les programmes agricoles exploitent pleinement la régularité de l'eau, consolidant les gains de productivité observés dans les zones pilotes. La confiance économique s'accroît, attirant des investissements ciblés dans la transformation agroalimentaire et l'artisanat. Les centres de formation produisent une nouvelle cohorte de techniciens capables d'assurer la maintenance sans appui externe constant. Le pays commence alors à être perçu comme une référence régionale en matière d'infrastructures hybrides adaptées à des contextes contraints. Un scénario de tension reste toutefois crédible. Des irrégularités hydrologiques compliquent la gestion du réservoir. Des retards s'accumulent sur certains segments du module solaire. Les communautés réinstallées contestent une partie des compensations, créant une pression sociale et politique. Les partenaires étrangers adoptent une posture plus prudente, ralentissant certains appuis techniques. L'infrastructure demeure fonctionnelle, mais ses bénéfices se réduisent et la perception publique devient plus ambivalente. Ces trajectoires partagent un point commun. Aucune ne dépend d'un événement unique. Si la maintenance reste rigoureuse,
Si la gouvernance demeure lisible et si l'anticipation prime sur la réaction, la stabilité l'emporte. Si l'un de ces leviers se relâche, la dynamique peut se fragiliser sans incident spectaculaire. La question devient alors stratégique. Quelle capacité collective permettra de transformer un potentiel technique en continuité durable? Pour saisir la portée réelle du barrage, il faut quitter les scénarios macro et observer ce que la stabilité énergétique déclenche à l'échelle des individus. 3 angles, le foyer, le travail et la production locale, révèlent comment une infrastructure technique modifie les attentes, les routines et la perception du possible, sans discours spectaculaire. Au niveau du foyer, la lumière régulière transforme la relation quotidienne au temps. Les enfants étudient plus tard, les parents réorganisent leurs horaires, et les déplacements nocturnes deviennent plus sûrs. La maison cesse d'être soumise à l'imprévisible. Cette continuité crée un effet psychologique discret, mais structurant. La sensation que l'aléa recule, que les décisions peuvent s'inscrire dans une durée plus longue. Au niveau du travail, la montée en qualification ouvre des perspectives nouvelles. Les techniciens formés aux systèmes hybrides acquièrent des compétences rares dans la région, renforçant leur autonomie professionnelle. Les ateliers réduisent les arrêts forcés, les artisans stabilisent leur production et plusieurs petites entreprises revoient leurs objectifs à la hausse. Une chaîne se met en place. Compétences accrues, emploi plus stable, capacité d'investissement élargie. Au niveau de la production locale, la continuité électrique devient un avantage stratégique. Les cliniques sécurisent la chaîne du froid, les commerces conservent mieux leurs denrées et les unités de transformation planifient sans craindre une rupture brutale. Cette fiabilité encourage l'initiative, précisément parce que le risque énergétique diminue. À travers ces 3 angles, une conclusion s'impose. La stabilité ne change pas seulement l'économie, elle redéfinit la manière dont les individus se projettent dans l'avenir. Assurer la stabilité du barrage sur le long terme ne dépend plus des annonces initiales, mais d'une exécution méthodique et mesurable. À ce stade, la priorité consiste à maintenir l'alignement entre technique, environnement et cohésion sociale, condition indispensable pour éviter que les gains précoces ne s'érodent. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 leviers structurent désormais cette trajectoire de consolidation. D'abord, il y a la maintenance technique. Les équipes nationales doivent prendre la responsabilité directe des cycles d'inspection, avec des contrôles réguliers des turbines, des vannes hydrauliques et du module solaire. Les indicateurs clés portent sur la disponibilité des équipements, les délais de réparation et la stabilité du réseau dans les zones pilotes. La réactivité devient ici un facteur déterminant. Ensuite, vient la gestion de l'eau. Les autorités hydrologiques doivent synchroniser l'ouverture et la fermeture des vannes avec les cycles saisonniers, en anticipant crues et périodes de sécheresse. Les critères de suivi incluent la régularité de l'irrigation, l'absence d'incidents en aval et la cohérence des niveaux du réservoir. Une gestion anticipative réduit les risques politiques et techniques. Puis, il y a la situation des communautés réinstallées. Un suivi trimestriel doit garantir des compensations adaptées, l'accès aux infrastructures essentielles et un appui productif durable. Les indicateurs portent sur la stabilité des revenus, la satisfaction des ménages et l'accès continu aux services de base. Sans ce pilier social, la légitimité du projet s'affaiblit. Un autre point essentiel concerne la formation. Les centres spécialisés doivent produire de nouvelles cohortes de techniciens capables d'assurer la maintenance avancée. Le suivi s'appuie sur le nombre de compétences intégrées localement et la réduction de la dépendance aux expertises étrangères. Enfin, il reste la transparence institutionnelle, qui constitue le 5e levier. Des rapports réguliers, combinant données techniques, impact agricole et évolution de l'emploi, doivent être publiés pour limiter les spéculations. Cette gouvernance lisible, soutenue par la communication d'Ibrahim Traoré, conditionne la confiance durable. La feuille de route était claire.
Reste à savoir si l'exécution saura tenir ce niveau d'exigence dans le temps, dans les villages réinstallés et autour des installations encore en montée en puissance. Ceux qui ont porté les premières étapes du projet restent les mêmes. Les ingénieurs burkinabés observant les vibrations des turbines, les techniciens formés sur le terrain, les familles qui ont accepté de déplacer leurs repères constituent aujourd'hui la mémoire vivante du chantier. Leur présence quotidienne rappelle que la transformation engagée ne repose pas seulement sur des chiffres ou des discours, mais sur une continuité d'efforts souvent invisibles. Ce fil humain, déjà perceptible dans les premiers ajustements techniques, devient central à mesure que le barrage s'inscrit dans la durée. Chaque correction opérée à temps, chaque compétence locale acquise, chaque routine stabilisée renforce la crédibilité de l'ensemble. Ce sont ces gestes répétés qui transforment une infrastructure ambitieuse en réalité vécue. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît non comme un symbole lointain, mais comme l'architecte d'un rythme collectif. Son rôle consiste moins à incarner une réussite qu'à maintenir la cohérence entre ambition nationale, discipline quotidienne et responsabilité sociale. Cette cohérence, fragile mais réelle, conditionne la confiance accordée au projet. Lorsque l'on revient à ces ingénieurs qui, au début, ajustaient une turbine pour éviter un retard majeur, une évidence s'impose. L'énergie peut transformer une nation.